Je suis un espion au service de l'environnement. Il faut travailler incognito si l'on veut avoir une chance de percer à jour les pires trafics au monde et de changer les choses. La forêt a pour moi une importance toute particulière. J'ai grandi en Allemagne et enfant, je me baladais souvent dans les bois. La forêt est un trésor et nous sommes en train de le dilapider. Alexander von Bismarck lutte contre les coupas blancs en forêt tropicale. L'arrière-petit-neveu du célèbre chancelier allemand se fait passer pour un négociant en bois afin de démasquer les trafiquants qu'il filme à leur insu. Il a étudié la biologie à Harvard et depuis, il se consacre à la sauvegarde de la forêt tropicale. Madagascar est un lieu unique au monde. Quand on pénètre la forêt malgache, on a l'impression de redécouvrir toute la faune et la flore du monde. Les lémuriens notamment. On se croirait sur une autre planète. Depuis 2007, Alexander von Bismarck dirige l'EIA, l'Environmental Investigation Agency, basé à Washington. Son but, démanteler le réseau de la mafia du bois. Si l'humanité est incapable de sauver une île comme Madagascar, comment peut-elle espérer sauver la planète? La forêt tropicale malgache n'a pas d'équivalent en termes de diversité. Elle est vraiment unique. C'est fascinant quand on s'y intéresse. Alors si on échoue ici, on ne réussira pas plus ailleurs. Pour empêcher une destruction totale et définitive, l'espion de l'environnement doit réussir à prendre les bûcherons en flagrant délit et prouver qu'ils sont le premier maillon de toute une chaîne commerciale mafieuse. Alexander von Bismarck est à la tête de ce combat. C'est lui qui va s'entretenir en personne avec des barons du bois tels que Roger Toonam. Des entretiens risqués qu'il filme en secret, ce qui l'oblige à être constamment sur ses gardes. Après quelques minutes de conversation assez tendue, il a demandé si on ne se connaissait pas. On a dit que si, que ce n'était pas notre première discussion, et il a fini par dire « Ah, vous vous ressemblez tous. Enfin, tant que vous n'êtes pas de ces types qui veulent sauver l'environnement. » On a acquiescé et on a poursuivi notre conversation. Mais on a eu chaud. Alexander est autorisé à visiter les zones d'abattage clandestin au cœur de la forêt tropicale. Il se demande tout de même si Roger Toonam ne l'a pas reconnu. Et si c'était un piège? J'ai peur constamment. Mais ce n'est pas plus mal. Ça m'oblige à être très prudent. Et en faisant attention, on peut vivre une expérience formidable. C'est un luxe inouï de pouvoir accéder à ces lieux et d'avoir une chance de les sauver. Alexander doit affronter le danger. Le lendemain de l'entretien, il se rend en barque au cœur du parc national de Masoala, où l'abattage de bois précieux tels que le bois de rose ou l'ébène est strictement interdit. Il n'est pas encore arrivé qu'il croise déjà les premiers troncs de contrebande. Les bûcherons conduisent Alexander sur un grand chantier de coupe clandestin au beau milieu du parc national. S'il était démasqué, cela pourrait lui coûter la vie, car on n'hésite pas à tuer pour du bois précieux. L'assistant qui l'accompagne filme donc en catimini.
Ces chemins servent au transport des troncs. Celui-ci est assez praticable comparé à d'autres. Son premier voyage à Madagascar remonte à 2009. Les zones d'abattage sont bien cachées et l'expédition va durer plusieurs jours. Mais traverser la jungle ne fait pas peur à Alexander, qui a servi dans l'unité d'élite de la marine américaine. Plus les bûcherons coupent d'arbres, plus ils doivent s'enfoncer dans la forêt. Ils cherchent avant tout du bois de rose malgache, une variété de palissandre, et de l'ébène, un bois très rare. Alors c'est ça, le fameux ébène. Oui, le bois si recherché. Oui. Il est petit, non? Oui, il est petit. Après plusieurs jours de marche, la petite troupe arrive sur le nouveau chantier de coupe au cœur de la réserve naturelle. Chaque jour, les troncs de bois de rose et d'ébénier tombent par dizaines. C'est le point de départ de la filière mafieuse du commerce illégal du bois dont il veut rendre compte. Quelques heures de travail suffisent pour abattre un arbre qui a mis 500 ans à atteindre cette taille. Il faut beaucoup d'énergie aux bûcherons pour tirer les troncs jusqu'à la rive. Mais plus le chemin est long, mieux ils sont payés. Leur salaire maximal est néanmoins limité à 15 € par tronc, tandis qu'en aval, les trafiquants gagnent jusqu'à 5 000 $ par mètre cube de bois sur le marché international. Regardez comment ils s'y prennent. Le bois de rose est relié à des troncs plus légers pour ne pas couler. Le problème, c'est que ça aggrave encore les choses, car ça veut dire qu'on déboise encore plus. Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde. Ici, la plupart des gens ont à peine 1 € par jour pour assurer leur subsistance. C'est donc pour survivre qu'ils pillent leur environnement. Perdre les forêts équivaudrait à perdre notre planète. Il y a tellement de choses qui en dépendent. Le climat, par exemple, la biodiversité, l'avenir économique de milliards de personnes. On a vraiment besoin des forêts. Les hommes ont peine à imaginer à quel point elles sont importantes. De retour en ville, Alexander a de nouveau rendez-vous avec Roger Toonam. Il doit tâcher de savoir par où transitera le bois à partir de là. C'est seulement quand il connaîtra tous les acteurs de ce trafic qu'il pourra espérer convaincre les autorités américaines et européennes de promulguer des lois contre la contrebande de bois précieux. C'est illégal. Tout le bois qui vient de la forêt maintenant, il va inventorier, comme ça c'est illégal. Tout, c'est pas inventorié maintenant. Ça veut dire que c'est tout illégal. Je pense, hein. Tout est illégal maintenant. Il n'y a pas de trucs légaux maintenant. Il n'y a pas de... Le baron Dubois admet ouvertement abattre des arbres protégés. À sa grande surprise, Alexander apprend que son partenaire commercial le plus important est un négociant allemand et qu'une partie du trafic de bois d'ébène transite par l'Allemagne. À la scierie de Roger Toonam, il se fait indiquer l'emplacement exact du chantier de coupe. Malgré tout ce qu'il a déjà vu et filmé, il est ébahi de voir un volume de bois aussi énorme. Tout ça, c'est du bois précieux qu'on a volé à Madagascar. C'est déprimant. Le bois de rose, d'un beau rouge foncé, est utilisé avant tout pour les meubles. L'ébène, très noir, pour les instruments de musique de valeur. Dans les deux cas, la fabrication se fait en Chine. Le plus surprenant, c'est à quel point il nous a été facile de tout voir. À partir du moment où nous avons réussi à nous faire passer pour des négociants, on nous a conduits directement sur le chantier de coupe clandestin. C'est allé très vite. Je n'en revenais pas.
D'ailleurs, ça montre à quel point il est facile pour un commerçant de savoir d'où vient sa marchandise. Le siège de l'EIA à Washington. C'est là que sont élaborés les divers plans d'action. Il faut mettre au point le site internet de notre entreprise fictive. Je crois qu'on va l'appeler Four Corners Company. Okay. Et on doit s'y présenter très clairement comme des négociants en bois. Okay. 3 pages devraient suffire. La page d'accueil, la page avec nos coordonnées et la page de renseignements sur l'entreprise. Do you need me to set up any Tu veux que je m'arrange pour qu'on tracking puisse voir to qui a see consulté le who's been site? Oui, ce serait l'idéal, opening? Okay. surtout à ce stade-là. De nombreuses personnes soutiennent le combat d'Alexander von Bismarck, dont l'organisation écologiste est financée par des dons. Son budget est mince, mais la petite équipe qui l'a réunie est motivée. J'ai toujours su que je voulais m'engager d'une façon ou d'une autre dans la protection de l'environnement. Ça me donne la possibilité de faire quelque chose d'important sur cette terre. Armés de leurs caméras clandestines, Alexander et sa petite troupe d'enquêteurs rassemblent des preuves aux 4 coins du monde. En Afrique comme en Asie, en Amazonie ou encore en Russie, les bûcherons clandestins abattent des arbres dans le plus grand mépris de l'environnement. Filmer les coupables en flagrant délit n'est pas chose facile. Les ennemis de l'EIA sont souvent des militaires ou des membres de réseaux mafieux. Le commerce illégal de bois représente en effet l'une des plus grandes sources de revenus de la mafia à l'échelle mondiale. Ce qu'on fait est malheureusement très dangereux. La criminalité environnementale, qu'il s'agisse de trafic de bois ou d'autre chose, est souvent pratiquée par les mêmes organisations criminelles internationales qui recourent au trafic de drogue ou d'armes pour s'enrichir. Grâce aux images qu'il a filmées, Alexander a convaincu les autorités américaines de la nécessité de mettre en place une législation qui permettra de punir les trafiquants. À Madagascar, mais aussi aux États-Unis. En effet, le bois abattu illégalement ne devrait pas faire l'objet d'un commerce légal hors des frontières malgaches. Jusqu'à aujourd'hui, aucune loi n'interdisait de commercialiser du bois illégal. Même avec toutes les preuves du monde, le gouvernement ne pouvait rien faire. Nous avons alors pensé à une loi qui existait déjà en Amérique, le Lacey Act. Cette loi ne concernait jusque-là que les animaux. Nous avons suggéré de l'étendre aux plantes. Alexander ne veut pas que les coupables américains et européens s'en tirent à si bon compte. Le dossier qu'il a monté atteste qu'en mars 2009, du bois malgache a été vendu par Roger Toonam à un négociant en bois de Hambourg pour finalement être importé en Amérique par le légendaire fabricant de guitares Gibson. Il est bien précisé ici que c'est de l'ébène malgache. Ce n'est évidemment pas ce qui avait été déclaré à la douane. Alexander remet ses documents aux autorités américaines avec les images qu'il a filmées. 3 semaines plus tard, une des usines Gibson reçoit la visite de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui confisquent dossiers et ordinateurs. À ma connaissance, c'était la première fois qu'un gouvernement agissait de la sorte. Jusque-là, aucune loi ne permettait d'inculper les acteurs situés en aval de la chaîne commerciale, même avec la preuve patente de l'illégalité du commerce à la source. C'est précisément ce qui manquait, et c'est en ce sens que ça a été une action historique. Alexander voudrait maintenant exporter cette victoire en Europe. Il part donc à la recherche d'instruments de musique en ébène à Munich, sa ville natale. De mère américaine et de père allemand, Alexander évolue à son aise sur les 2 continents. Un nom comme Bismarck, ça vous suit partout.
On ne s'en défait jamais. À vrai dire, notre mission écologique y trouve son compte. Un homme qui a eu le service au cœur de ses motivations, c'est un excellent modèle, qui donne encore plus de poids à notre action. Si ce nom peut nous aider à nous faire entendre, alors tant mieux. À l'heure actuelle, il n'y a aucune loi en Allemagne qui interdise les coupes à blanc à l'autre bout du monde. Alexander se demande si ses anciens compatriotes ont conscience du problème. Jusque-là, presque tous les vendeurs d'instruments de musique qu'il a rencontrés voient plutôt le bois précieux comme un argument de vente. La touche est en ébène et le manche en acajou. C'est du palissandre de Rio. Du palissandre d'où? Rio Palisander. Du palissandre de Rio, c'est un palissandre précieux. Un beau bois, quoi. Il n'est pas protégé? Je ne sais pas trop. Ça, c'est du cèdre. Elle sent la guitare, c'est ce qui compte. Et l'ébène, il vient d'où? Je n'ai pas pu le savoir. Ça n'est pas sur Internet. Pourtant, la valeur de la guitare en dépend, puisqu'elle est fabriquée avec un bois noble qu'on fait venir de l'autre bout du monde. Oui, la provenance du bois est aussi un facteur de qualité. Mais personne ne s'en préoccupe. En général, non. C'est justement ce que je voudrais savoir. Quand un acheteur veut être sûr que sa guitare a été fabriquée avec du bon bois, d'un point de vue écologique, j'entends, comment est-ce qu'il fait? C'est presque impossible. Il n'a qu'à rien acheter. Rien qui soit en bois. En Europe aussi, Alexander a des compagnons de lutte. Salut Martine, Sacha, content de te voir. moi aussi. Tu as fait bon voyage? Ouais, ça va. Martin Bauert est biologiste. Il a créé aux eaux de Zurich une grande serre qui reproduit l'écosystème de la forêt tropicale de Masoala. Il lutte non seulement contre l'abattage illégal de bois, mais aussi contre ses conséquences. La contrebande effrénée de bois précieux menace en effet la survie de ces lémuriens qu'on ne trouve qu'à Madagascar, comme c'est le cas de 90% des espèces animales et végétales de l'île. Dans la forêt tropicale, même si on a l'impression qu'il y fait toujours chaud et humide, il y a des saisons, et notamment une saison sèche, plus fraîche, durant laquelle nettement moins d'arbres donnent des fruits. Or, le maquis varirou, par exemple, a besoin de trouver des fruits tout au long de l'année. Alors, si certaines variétés d'arbres viennent à manquer ou à disparaître, cela aura de graves conséquences pour ces lémuriens, qui, à un certain moment de l'année, ne trouveront pas assez de fruits pour nourrir leurs petits, voire pour se nourrir eux-mêmes. L'autre problème, c'est que les gens qui abattent les arbres ont eux aussi besoin de se nourrir. Et comme ils ne sont pas bien rétribués, ils chassent le lémurien, la roussette. Et les roussettes et les lémuriens sont précisément les animaux qui propagent les graines des arbres à travers la forêt. S'ils venaient à disparaître, on perdrait du même coup un important vecteur de renouvellement de la forêt. Selon moi, un musicien qui souhaite faire passer des émotions à travers son instrument, exprimer ses états d'âme, voire sa personnalité, n'aura pas tellement envie de continuer à acheter ce genre d'instrument s'il sait que le bois est pour ainsi dire taché de sang. Une fois la première mission accomplie, on prépare la suivante. Le site web est prêt. Le traquenard parfait. Four Corners est une société nord-américaine spécialisée dans l'achat et la vente de bois à des prix imbattables. Imbattable. Achetés sans souci, nos bois exotiques n'ont de rare que leur prix. Ce n'est pas trop raffiné. Non. Tant mieux, ça nous rend plus crédibles. Bien joué, super. Merci. Thanks. Cette fois, le trafic de bois précieux conduit Alexander en Chine. Ne m'en veux pas si je défigure le contour de ton pays.
Il sera accompagné par un agent de l'EIA, dont la mission sera d'autant plus dangereuse qu'il est chinois. Il a donc pris un nom de code, Dan. Les deux hommes débuteront leur enquête à l'occasion du plus grand salon asiatique des instruments de musique. J'ai une liste ici. Que des Chinois. Il y en a des milliers. Ils ont tous un stand sur le salon? Oui. 80% des violons sont fabriqués en Chine. Il faut aller les voir et essayer de savoir où se trouve le bois, quelle est sa destination et s'il vient ou non de Madagascar. On va peut-être bientôt percer le mystère chinois. Seuls 3% des bois malgaches sont directement expédiés en Europe. La plus grande partie rejoint la Chine. Mais comment au juste? C'est ce qu'Alexander cherche à découvrir. S'il se fait repérer ici, il sera expulsé sur le champ ou envoyé en prison. Ses bagages font l'objet d'un contrôle approfondi. Avec sa caméra et tout son matériel photographique, Alexander espère passer pour un touriste. Il y a toujours un risque. Mais s'il ne pouvait pas réaliser ces vidéos, son travail resterait sans effet. Il est arrivé que les douaniers le prennent pour un agent des services secrets. 2 ou 3 fois, ils ont contrôlé de plus près notre matériel. Mais il n'y a que dans le Honduras qu'un douanier nous a demandé si on travaillait pour la CIA. Après quoi, il nous a fait un clin d'œil et nous a dit de passer. En Chine, on ne s'en tirerait pas à si bon compte. Si Dan, l'agent de l'EIA, se faisait démasquer, cela pourrait lui coûter la vie. Il pourrait m'arriver un tas de choses. Je pourrais me faire agresser physiquement ou verbalement par des gens qui travaillent dans cette industrie. Ou il pourrait s'en prendre à ma famille. S'ils ont des contacts assez haut placés, ils pourraient même m'intenter un procès en invoquant une raison X ou Y. Dan est donc pleinement conscient du danger quand il accepte cette mission. Je crois que je fais une action juste. J'aide la planète. Ces vols me répugnent, alors si je peux faire quelque chose pour les empêcher, ça vaut la peine de prendre des risques. Beijing Eternal est un fabricant de bois chinois soupçonné de transformer une grande quantité d'ébène malgache en instruments de musique. Il est fort probable que ses principaux clients soient américains et allemands. C'est ce qu'Alexander va tâcher de prouver. Tous les grands fabricants et marchands d'instruments de musique sont représentés sur le salon. Alexander risque fort d'être reconnu. La descente de police dans l'usine du célébrissime fabricant de guitares américain Gibson a fait des remous. Arrivera-t-il encore à se faire passer pour un acheteur auprès des autres fabricants? Jusque-là, les discussions se sont déroulées sans anicroche. Cela donne aux deux agents de l'EIA le courage d'approcher Beijing Eternal. Monsieur Ma, le chef de l'entreprise, confirme d'emblée qu'il commercialise du bois malgache. Il se le procure par l'intermédiaire d'un négociant allemand. Mais il ne donnera plus de détails qu'une fois dans son usine, située non loin de Pékin. La réussite de notre enquête dépend de ces images. Voyons ce que ça donne.
Voilà, c'est là. Notre premier entretien avec Beijing Eternal. Le président. Le président de Beijing Eternal. Il a confirmé qu'il avait du bois malgache et qu'il le vendait à l'entreprise qu'on a approchée sur le salon. C'est bien cadré. On va pouvoir s'en servir. Excellent. Les négociants en bois sont les bienvenus à Beijing Eternal. Les deux espions n'éveillent donc pas les soupçons de l'homme d'affaires chinois. C'est étonnant de voir à quel point ces gens, qui sont des criminels endurcis, parlent librement devant quelqu'un qui veut seulement acheter du bois. On en arrive à obtenir des informations sur le trafic de cocaïne, le trafic d'armes, ou même le trafic d'êtres humains. On a souvent affaire à des criminels qui font partie de réseaux mafieux versés dans ce genre de trafic. Alexander von Bismarck est régulièrement confronté à ce type de situation. Nous devons être particulièrement prudents lors de cet entretien, car M. Ma, le patron de Beijing Eternal, était déjà très méfiant lors de notre première entrevue sur le salon. Il a fait très attention à ce qu'il disait et il a posé des questions épineuses. S'il découvrait notre stratagème dans son usine, à 2 heures de Pékin, ça pourrait se corser, parce qu'on sera sur son territoire. Il faudra donc redoubler de prudence. À première vue, rien dans cette usine ne laisse soupçonner l'existence d'un commerce illégal. Outre la fabrication de violons et autres instruments à cordes, l'entreprise est directement impliquée dans le commerce de l'ébène. Les agents de l'EIA veulent prouver que l'ébène en question vient bel et bien de Madagascar et identifier les acheteurs en Allemagne et en Amérique. Monsieur Ma aimerait quant à lui en savoir plus sur la société qu'Alexander affirme diriger. Nous sommes dans le business depuis un bon moment. C'est mon père qui a fondé notre société. Nous sommes spécialisés dans les parquets. Nous travaillons avec le monde entier, et surtout avec le Brésil, le Pérou, l'Afrique centrale et la Russie. Notre chiffre d'affaires annuel se monte à 50 millions de dollars. Et nous souhaiterions à présent nous diversifier, notamment dans le secteur des instruments de musique. Quand Dan prend le relais pour mener les négociations, Monsieur Ma déclare soudain qu'il n'y a plus d'ébène à vendre. À quand remonte votre dernière livraison? Au 15 novembre. Vous importez votre bois d'Allemagne? Non, d'Afrique. Directement d'Afrique. Du Cameroun. Depuis le premier coup porté à la mafia du bois malgache, il semble plus difficile de se procurer de l'ébène de contrebande. Un succès de plus pour Alexander. Nous avons constaté en Chine que nos actions n'étaient pas vaines. Presque tous les marchands que nous avons rencontrés là-bas nous ont dit qu'ils avaient des problèmes avec les livraisons en provenance de Madagascar. Il ne fait pas de doute que c'est lié à nos interventions. Pour compenser, la Chine importe davantage de bois de rose. Vient-il lui aussi du parc national de Masoala à Madagascar? Cette fois, Dan et Alexander réussissent à rencontrer les hommes qui tirent les ficelles pour le compte de Monsieur Ma. Dans le port de Zhangjiayang,
un autre Chinois montre à Alexander une quantité importante de bois de rose malgache. Dès qu'on ne doute plus de son statut de négociant en bois, on lui montre les usines où ce bois est travaillé. Un autre rendez-vous est pris. Monsieur Liu est le plus grand négociant en bois de Chine. À l'en croire, il traiterait même directement avec le président de Madagascar. Avez-vous rencontré le président? Bien sûr. Il est gentil? Oui, très. On lui a appris comment les choses fonctionnaient en Chine, à lui et à ses ministres. Quand ils nous ont dit que légalement, ils ne pouvaient pas nous vendre de bois de rose, on lui a expliqué comment on s'y était pris en Chine pour réussir notre révolution. Le président malgache serait-il donc un intermédiaire dans ce trafic qui défigure les forêts de son pays, ou seulement un interlocuteur? Le commerce du bois est favorisé par une nouvelle mode chinoise. Les meubles en bois de rose malgache sculptés à la main. Ils rappellent le faste de l'Empire, et pour les classes moyennes en plein essor, ils sont le signe extérieur de richesse le plus en vogue. Un lit en bois de rose coûte jusqu'à 1 million de dollars. Un commerce lucratif pour la mafia du bois. Après les instruments, les meubles. Alexander von Bismarck va devoir retourner à Madagascar. Il a besoin de nouvelles preuves afin de pouvoir faire pression sur les deux gouvernements. Nous avons constaté que les preuves que nous avions recueillies ont eu un impact. Mais c'est encore loin d'être une victoire définitive. La forêt de Madagascar est encore menacée. Si nous voulons vraiment changer la donne, il faut y retourner pour continuer à faire pression. Excusez-moi. Oui? Je t'écoute. Il t'a envoyé un email? Tu crois qu'il sait? Bon, j'arrive. Désolé, je dois aller au bureau. C'était Dan au bout du fil. Il vient de recevoir un email de Monsieur Liu et il est inquiet. Je viens de recevoir un email de nos amis les trafiquants de bois de rose. Apparemment, ils ont vu notre clip sur YouTube. Votre David, il t'appelle David, le jeune homme que vous nous avez amené est un agent de l'EIA. Il venait nous espionner. Il va falloir trouver une autre couverture. Et être très prudent. On ne peut pas y retourner sous la même identité. Va falloir faire attention. Toi, tu devras faire attention. C'est toi qui y vas. En retournant à Madagascar, Alexander a effectivement plus de chances d'être démasqué. Il a à nouveau affrété un bateau. Mais cette fois, il se fait passer pour un touriste. Il ne peut plus se présenter comme un homme d'affaires. Le risque qu'un baron du bois le reconnaisse est trop grand.
Il a rendez-vous sur la plage avec un certain Augustin qui souhaite l'aider dans sa mission. Bonjour Augustin, et merci beaucoup. C'est magnifique ici. Oui, c'est là que la forêt rejoint la mer. Et nous, on va par là. Parfait, allons-y. Le lendemain matin, ils font mine de partir en excursion comme le feraient des écotouristes et entament ainsi incognito leur périple dans la forêt. Augustin sait exactement ce qu'Alexander recherche, car il lutte lui aussi contre la mafia du bois. Son activité de guide touristique lui procure un alibi idéal. Il sait que la forêt a des yeux et des oreilles partout. Les deux hommes ne se sentent en sécurité qu'une fois perchés en haut d'un poste d'observation des oiseaux, où ils peuvent alors discuter de leur stratégie. Comment on va s'y prendre pour voir les troncs? On doit sympathiser avec les jeunes des villages et leur demander de nous conduire là où il y en a. On aura besoin d'un volontaire pour nous guider jusqu'aux entrepôts. Quelqu'un qui en ait vraiment envie, car c'est assez dangereux. À mon avis, il y a encore pas mal de contrebande dans le coin. C'est donc assez dangereux. Bien sûr, mais on essaiera de s'arranger avec les gens du coin. Les autochtones ne doivent se douter de rien, eux non plus. Le cadre est si paradisiaque qu'on a du mal à prendre au sérieux toutes ces mesures de précaution. On devrait peut-être avoir un code quand on parlera des sujets sensibles. Tu utilises lequel, toi? Banana. C'est ça mon code. Ou mon mot de passe. Banana? Oui, banana. Ça fait partie de notre stratégie que je chante? Oui, c'est pour sympathiser avec les villageois. Ça va les faire rire. Et le rire crée un lien. Si on arrive dans un village et qu'ils font une tête de 6 pieds de long, c'est mal parti. Mais s'ils te voient chanter avec moi, ils auront tous envie de rire. Dès que je me mets à chanter, tout le monde rit. C'est partout pareil. Oui, un vrai spectacle. Un concert gratuit. Tout le monde aime ça. On n'a rien à payer. On n'a qu'à profiter. Quel message est-ce que tu veux faire passer dans cette chanson? Qu'est-ce que tu veux partager avec nous? On va créer notre chanson à partir de là. Quelque chose qui a à voir avec la beauté, avec la forêt qui rejoint la mer. Avec moi.
Okay, let's drink then. The feeling is coming. Sorry. Chara. Chara. Before, I was very proud Avant, to be artist ecologist. j'étais très fier d'être à la fois écologiste et musicien. Oh, my guitar. Et puis un jour, je me suis dit, guitare, tu vas tuer ma forêt. Depuis, je pense que les musiciens devraient trouver une autre solution. Si on trouve un moyen de fabriquer des guitares tout en respectant la nature, alors on pourra continuer à chanter. Il y a sûrement une solution. On va la trouver. Tant mieux, merci. On essaie d'en trouver une? Oui, on va la trouver. Le lendemain, Augustin montre à Alexander l'endroit où ils doivent se rendre. C'est à peu près là. D'accord. À 2 heures de bateau, en longeant la côte, Augustin soupçonne l'existence d'un entrepôt de bois de contrebande. Plus ils s'éloignent de la zone touristique, plus ils doivent être prudents. Il y a beaucoup de jeunes bûcherons dans les villages. Eux seuls connaissent l'emplacement des entrepôts clandestins. Les 2 hommes doivent gagner la confiance des jeunes. La musique et l'alcool devraient aider. Strong one or slow? Strong. Yeah. Say. Very good. Instant. Un de ces jeunes finit par révéler à Augustin le lieu où ils entreposent le bois volé. Il se dit prêt à y mener les 2 hommes le lendemain matin. Ne pouvant pas les accompagner, Alexander apprend à Augustin à se servir de la caméra. Il faut mettre l'autre batterie dans celle-là. C'est toi qui vois avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Augustin n'a encore jamais rien filmé. Il faudra pourtant qu'il réussisse la manœuvre, sans quoi le voyage aura été vain. Tu n'as pas à te préoccuper de tout ça. Là, tu as une micro-caméra. Et ça, tu peux le cacher ailleurs si tu veux. L'inconvénient, c'est que tu es relié. L'autre option, c'est ça. Là, tu es libre. Quand le voyant clignote, ça veut dire que ça filme. Quand on veut faire bouger les choses, on doit être prêt à tout, même à risquer sa vie. Le plus important, ce n'est pas notre vie à nous, c'est celle des gens qui vivront après nous. Ce qui me fait peur, ce n'est pas d'être tué, mais d'être tué pour rien. Par contre, si j'ai réussi à faire passer mon message et que quelqu'un prend le relais, alors tout va bien. Tôt le lendemain matin, Alexander et Augustin lèvent le camp.
Nous ne prenons qu'un risque très limité, comparé à des gens qui sont vraiment menacés de mort aux quatre coins du monde et qui jouent réellement leur vie. Les voici arrivés. On va emporter notre petit déjeuner et essayer de trouver les troncs. On s'installera un peu à l'écart pour ne pas se faire remarquer. Et de là, on verra si on peut filmer et discuter avec eux. Pendant que les autres prennent leur petit déjeuner, Augustin part à la recherche des troncs d'arbres précieux. Tout près de l'entrepôt, Alexander aperçoit des troncs de bois de rose. Augustin est chargé de les filmer, car ces arbres n'existent qu'ici et sont facilement identifiables. Pour faire diversion, Alexander joue avec les enfants du village. Je crois qu'on devrait partir. Bien joué. Comment tu te sens, ça va? Oui, c'est juste le vigile là-bas. Il avait peur. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il y a environ 600 bananas dans cet entrepôt. C'est ce qu'il t'a dit? Non, je ne lui ai pas demandé, mais c'était à peu près ça. Tu as peur qu'ils en parlent aux autres? Non, il ne savait pas qu'on filmait. Bon, je recommence à me sentir fatigué, moi. Je vais m'allonger. « 600 bananas, autrement dit 600 troncs d'arbres, ont donc été abattus illégalement. Augustin n'a pas pris de risque pour rien. Ces images sont suffisamment bonnes pour qu'Alexander puisse s'en servir. Ils ont recouvert les troncs de feuillage. Regardez, pour qu'on ne les voit pas d'en haut. C'est dingue. Il y en a partout maintenant. Et les troncs sont déjà travaillés. Coupés bien droit. Mais bon, on a ce qu'on voulait. On pourra montrer ça aux gens de Tananarive. Ce sera intéressant de voir leur réaction. On a ce qu'il nous fallait. Super. Alexander commence par rendre visite à l'ex-ministre des Eaux et Forêts, Gérard Rambello Arisoa. Il a désormais la preuve qu'on continue à couper des arbres à l'intérieur de la réserve naturelle. On est parti de Maransetra en bateau et on s'est arrêté à l'embouchure de la rivière qui traverse le parc de Massoala. On a parlé à un villageois qui nous a dit qu'il y avait eu des arrivages de troncs jusqu'en décembre et depuis plus rien.
Ensuite, on a contourné la péninsule pour aller à Cap Est, et de là à un autre village, où on a vu de grosses piles de bois, qu'on a filmées secrètement. Et là, vous voyez, il y a d'autres piles de bois, recouvertes de feuilles de palme. Les mesures prises par le gouvernement ne suffisent manifestement pas. Est-ce qu'on doit communiquer ces informations aux autorités? Est-ce que ça les intéresserait? En fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens croient qu'il n'y a plus de contrebande, notamment dans les parcs nationaux. Or, vos images prouvent le contraire. Et le pire, c'est qu'au lieu d'abattre des arbres dans les forêts sylvicoles, ils font ça dans les réserves naturelles maintenant. L'heure est vraiment grave. Il est extrêmement important d'exploiter ces preuves sans attendre. Maintenant qu'on a une chance de réussir, il ne faut pas prendre le risque de se laisser décourager. La Chine pose problème, du fait qu'il est particulièrement difficile d'intervenir là-bas. Mais je crois qu'on a une petite chance aujourd'hui. Les images filmées par Augustin ont porté leurs fruits. Le gouvernement malgache a envoyé des soldats dans la réserve naturelle. 7 contrebandiers ont été arrêtés. Encore une intervention couronnée de succès. Mais ne rêvons pas, la mafia du bois est encore loin d'être anéantie.